De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamarbi, Lucien Pombou et Jean-François Canticombé. Tout de suite, le dossier du jour. Le secteur bancaire africain connaît de profondes mutations. Les établissements financiers se multiplient. Pour autant, le taux de bancarisation ne suit pas toujours. Nous verrons les cas du Burkina Faso avec notre correspondant Wandiam Valentin Compaoré et de la Mauritanie avec notre correspondant à Nouakchott, Franck Noudofina. Un reportage. Relever le taux de bancarisation, c'est l'un des défis auxquels doivent faire face les acteurs du monde financier aujourd'hui en Afrique. D'une région à l'autre du continent, ce taux varie que l'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ou au centre. Chaque année, plusieurs dizaines de banques se créent sur le continent, de nouvelles agences bancaires voient le jour, mais le taux de bancarisation ne suit pas toujours. Dans l'espace UEMOA, ce taux était relevé à 7% en 2012, alors que plus loin dans la région du Maghreb, le taux de bancarisation se situait à 60%. Quelles sont les raisons imputables au faible taux de bancarisation en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara? Quelle est aujourd'hui la perception du monde de la banque par les citoyens africains? Quelles sont les politiques mises en place pour inciter la population à la bancarisation? Nous sommes à Ouagadougou, la capitale politique du Burkina Faso. Sur ce marché bancaire relativement modeste figurent 12 compétiteurs, 12 banques qui souhaitent chacune avoir la palme de la meilleure clientèle. Objectif difficile à atteindre dans un pays où le taux de bancarisation reste encore très faible. Les perspectives de notre banque à l'endroit de la clientèle aujourd'hui, c'est de véritablement contribuer à développer la bancarisation. Vous savez que nous sommes dans une zone où la bancarisation au mieux est autour de 10% et nous souhaitons aujourd'hui apporter une contribution pour que cette bancarisation soit beaucoup plus élevée. Si la bancarisation est beaucoup plus élevée, ceci a plusieurs avantages. Entre autres, je citerai notamment, ça nous permettra de mobiliser beaucoup plus de ressources pour financer l'économie, parce qu'aujourd'hui tous les circuits parallèles desquels l'argent n'est pas placé en banque ne peuvent pas aujourd'hui servir à financer l'économie en tant que telle. En Afrique au sud du Sahara, les taux de bancarisation sont bien souvent proportionnels aux revenus et au niveau d'éducation. On estime ce taux aujourd'hui à 11% de la population totale. Pour pousser ces barrières et permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux services bancaires, les banques au Burkina Faso ne manquent pas d'ingéniosité. Les innovations font partie du quotidien de Coris Bank International. Ce que je peux vous citer, c'est nous avons mis en service une agence mobile. Il s'agit d'une agence bancaire construite dans un véhicule et qui est capable d'aller servir les clients partout où ils se trouvent. Le résultat, c'est un très bon accueil de la clientèle, c'est une satisfaction continue de nos clients et c'est également une capacité de collecte de ressources qui s'est améliorée. Loin du Burkina, au pays des sables, la BNM, Banque nationale de Mauritanie, s'est donnée pour ambition de rester proche de ses clients, où qu'ils soient sur le territoire mauritanien. Des clients qui sont pour la plupart des commerçants, des acteurs des professions libérales ou encore des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, la Banque nationale de Mauritanie occupe une place qui lui sied aujourd'hui, une banque de leaders sur son marché, avec une organisation entièrement orientée client. Et bien sûr, elle contribue au financement de l'économie mauritanienne et elle occupe aujourd'hui le premier rang en matière de distribution des crédits et en matière de collecte des dépôts. Comme dans l'espace UEMOA, les obstacles à la bancarisation ici sont de divers ordres. La première explication, c'est, je dirais, le niveau encore très faible de revenus des populations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la part la plus importante, c'est surtout la part très importante du secteur informel, qui a certainement ses avantages, mais aussi a ses inconvénients. Et je dirais que les inconvénients sont beaucoup plus importants que ceux des avantages. Ça, c'est le deuxième élément. Et je dirais le troisième élément, c'est une forte concentration des réseaux bancaires dans les grandes villes. Une étude indépendante estime qu'en Afrique, 55% des personnes ayant suivi un enseignement supérieur ont des comptes bancaires, mais seulement un peu plus de 10% de ceux qui se sont arrêtés à un enseignement primaire en ont. À ceci, il faudrait ajouter comme obstacle à la bancarisation les conditions d'ouverture de compte bien souvent difficiles dans certaines banques sur le continent. Il y a, me semble-t-il, un ensemble de mesures d'ordre réglementaire qu'il faudrait prendre. Ces mesures, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a commencé à prendre certaines de ces mesures, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'un niveau très très élevé de ressources pour pouvoir ouvrir un compte. Ça, c'est important. Mais il y a que
nos États doivent se dire très clairement, il y a des règlements, y compris au Burkina Faso, qui disent qu'à partir d'un certain niveau de ressources, vous avez le devoir, l'obligation de passer par les circuits bancaires. Personne ne respecte, y compris l'État. Je vais vous expliquer, en tant que prof à la fac d'économie de Ouaga 2, j'ai été payé pendant plusieurs mois au biétage. Ce n'est pas très important le salaire de prof, mais c'est relativement important pour ouvrir un compte. Et c'est relativement scandaleux de la part d'un État qui veut promouvoir la bancarisation, que la majorité des fonctionnaires à leur début sont dans une situation où on leur paye au biétage. L'analphabétisme, la méconnaissance du système bancaire, l'éloignement des structures, les longues procédures, les coûts élevés des services et bien souvent le manque d'informations sont entre autres les différentes raisons qui freinent l'accroissement du taux de bancarisation en Afrique. Observez ceci, combien de fois vous allez à des guichets bancaires, en tout cas pour ce qui concerne l'UEMOA, à des guichets bancaires, on vous explique qu'il y a une rupture du réseau, on vous explique qu'il y a une panne d'électricité, il y a une panne de la connexion Internet. Bon, bref, il y a un ensemble de choses qui vous font penser que ce n'est pas si évident que cela, ce n'est pas si commode que cela d'avoir un compte bancaire, ou en tout cas d'utiliser son compte bancaire, d'avoir accès à ses ressources ou de les déposer à tout moment. Ça, c'est très important. Il y a les coûts des services bancaires. Nos services bancaires commencent à baisser heureusement dans l'UEMOA, mais c'est encore des coûts très très exorbitants et surtout une sorte d'opacité dans les coûts. On vous dit, OK, vous allez avoir un prêt, voici les taux d'intérêt et tout, mais in fine, vous vous retrouvez avec des taux de remboursement effectifs qui sont des taux de remboursement très très importants. Les populations n'ont pas toujours, les clients des banques n'ont pas toujours la possibilité de faire ce calcul, mais le ressenti est très clair. La place de l'activité bancaire aujourd'hui dans la vie économique et financière du continent est indéniable. La croissance que connaît l'Afrique depuis quelques années pourrait se stabiliser, voire augmenter, avec une activité bancaire plus fournie, accessible à une grande partie de la population. Les banques doivent aujourd'hui mettre en place des stratégies de fonctionnement permettant de mettre en confiance les populations. Une fois cette confiance établie, il faudrait investir dans la mise en place d'agences bancaires dans les zones reculées afin d'amener les populations rurales à la bancarisation. Lucien, le faible taux de bancarisation, un vrai problème pour les pays africains ? Oui, Fanny, un vrai problème, effectivement. Bon, j'ai rien à redire sur ce qu'on dit à la fois M. Ouedraogo, le professeur de Ouaga 2, professeur d'économie, et le responsable de la Banque de Mauritanie. Bien, quand je dis j'ai rien à dire, c'est-à-dire que je suis d'accord avec leur analyse. Avec leur analyse, avec leur diagnostic. Bien. Alors, si je peux ajouter un élément complémentaire, quel est le problème qui est posé? Le problème qui est posé, si vous voulez, bon, je suis obligé d'emprunter quelques éléments de réflexion sur ce qu'ils ont dit, le fait qu'il n'y ait pas cette, je dirais, cette habitude, cette expérience-là déjà de la banque, premièrement, au sein des populations. Elle commence à arriver, mais elle est progressive. Les gens qui ont l'habitude de la banque, c'est essentiellement les fonctionnaires, ceux qui ont des revenus, qui sont payés par le gouvernement, premièrement, les commerçants, bien entendu, qui vont déposer leur argent à la banque, et les petites et moyennes entreprises. Mais en ce qui concerne le reste de la population, parce que c'est bien là le problème, la bancarisation, quel est en fait le degré, quelle est l'importance des services bancaires à la disposition des populations? Le problème, c'est que pour la plupart, nous sommes dans des économies informelles. Et ces économies informelles empêchent effectivement ce taux de bancarisation d'une certaine manière d'augmenter. Donc il revient aux banques, bien entendu, de faire des efforts nécessaires. Alors, quand je dis ça, il ne faut pas non plus tout mélanger, parce que quand on parle d'un taux de bancarisation faible, bon, les économistes, un certain nombre d'études disent qu'à peu près autour de 10, voire moins de 10%. Bon, ça c'est une moyenne. Mais sauf qu'on voit bien que dans un pays comme l'Afrique du Sud, le taux de bancarisation est relativement élevé parce que les banques jouent un rôle très 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 important. Dans le Maghreb, effectivement, on a des banques marocaines et des banques tunisiennes, marocaines surtout, qui jouent un rôle très important. Alors on va en revenir à cette régionalisation. Il y a bien justement les chiffres diffèrent. On voit l'Afrique du Sud, on voit l'Afrique du Nord, qui eux sont des pays qui ont un taux de bancarisation quand même beaucoup plus élevé. Alors comment expliquer ces différences ? Mais en fait, il y a eu, lorsqu'on revient quelques années en avant, par exemple au Maroc, il y avait... En arrière, pardon, en effet, quelques années en arrière. Au Maroc, en fait, les taux de bancarisation étaient très peu élevés également. Mais il y a eu une vraie action publique, on va dire. En effet, par exemple, on a imposé l'existence de comptes bancaires pour tout dépôt de numéro de siret, ou pour
tous les commerçants, en fait, on les a obligés à, s'ils veulent justement avoir une activité et être enregistrés, on les a obligés à ouvrir des comptes. Donc à un moment, il faut aussi que la réglementation suive en fait, soit là en appui pour le développement de cette bancarisation. L'Afrique du Sud, c'est un pays que je connais beaucoup moins. Mais par contre, ce qu'on peut constater en Afrique du Sud, c'est que déjà, il y a eu une très forte concurrence, en fait. Et il y a eu, pour le coup, non pas seulement des actions publiques, mais les privés eux-mêmes ont fait l'effort d'aller vers les clients. Il y a eu cette concurrence-là à obliger les banques à proposer des produits et à aller vers les clients directement. Et récemment encore, lorsque je lisais des articles sur la bancarisation en Afrique du Sud, il y a une chose très intéressante qu'on peut constater, c'est qu'ils ont adapté leurs produits, les propositions de produits, au type de clientèle. Par exemple, pour des coopératives, en milieu rural, ils ont quasiment institutionnalisé les tontines. Ils ont fait des tontines bancaires. Et ils ont bancarisé la tontine, ce que j'ai trouvé très intelligent. Et ça depuis déjà une vingtaine d'années. Donc ils essayent en fait de proposer à leurs clients des produits qui sont adaptés au type de comportement de leurs clients. Et pour le coup, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, on n'a pas encore cette culture-là. D'un côté, d'un État qui réglemente de manière efficace, et d'autre côté, de banques qui font un vrai travail d'aller vers le client. Jean-François, les initiatives des banques et des États insuffisantes? Les initiatives des banques sont notoirement insuffisantes. Celles de l'État, je reste un peu dubitatif parce qu'il faut savoir quel est le rôle que l'on peut, qui doit être celui de l'État dans l'exercice ou dans l'accomplissement des fonctions bancaires. Si on revient au reportage, je pense il a été notamment proposé que l'État impose une obligation d'avoir un compte bancaire dans un certain nombre de situations, ce qui a été le cas, comme l'a rappelé tout à l'heure Nadia, en Afrique du Nord. Je pense que c'est une piste. C'est une piste pour l'État. Dans certains États d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, cette obligation n'existe pas. C'est une manière aussi de, comme on l'a vu dans le reportage d'ailleurs, de formaliser certaines activités économiques, de passer de l'informel au formel. Et c'est un instrument tout à fait intéressant. Mais je reste quand même sur l'idée que le rapport qu'il peut y avoir entre un banquier et ses clients est d'abord un rapport de confiance. Et que la confiance naît à partir du moment où le client qui dépose, qui fait un dépôt, est assuré que les services qui vont lui être rendus vont au-delà de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait conservé cet argent par devers lui. Et c'est un peu ce que disait tout à l'heure Nadia à propos de l'adaptation des techniques bancaires en Afrique du Sud au public, etc. Ce que l'on constate en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est que nous avons des banques qui sont essentiellement sur des modèles très classiques, des banques qui sont en Occident, et notamment sur la question de l'appréciation ou de l'évaluation du taux de risque. Notamment, ils ont une évaluation du taux de risque qui ne correspond absolument pas aux sociétés et aux pratiques africaines et qui font qu'une très grande partie de ceux qui pourraient être des clients de ces banques-là sont exclus. Ils ne sont jamais exclus d'ailleurs lorsqu'il s'agit de récolter les fonds. C'est-à-dire lors des dépôts, ils peuvent déposer. Quelqu'un qui est dans une activité économique sous-marine peut déposer son argent à la banque, mais simplement il ne recevra pas les services qu'un autre peut recevoir, tels que par exemple des prêts, des crédits, etc. Nous savons également que ce taux-là, ce faible taux, correspond aussi au fait que c'est seulement dans la capitale et éventuellement dans 2 ou 3 grandes villes qu'il y a la bancarisation, le phénomène de bancarisation, et que dans les campagnes, on ne l'a pas. Alors qu'on a des besoins économiques et qu'on a également des ressources de ce côté-là. Lucien, les services bancaires pas assez adaptés aux spécificités des pays africains? Bien sûr, Fanny, elles ne sont pas assez adaptées. Et puis bon, dans le reportage, on vous a dit, en fait, on nous a montré qu'on avait une sorte de car mobile qui allait auprès des populations pour récolter effectivement les fonds et pour leur proposer des services bancaires. Bon,
je dirais beaucoup plus, c'est beaucoup plus de l'ordre du symbole et de la publicité et de l'effet marketing que effectivement d'un effet réel. En effet, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur le plan de la technique bancaire, les banques africaines, après effectivement les années 80 et surtout les années 90, ont pris à cœur leur métier. Donc vous avez effectivement des managers qui se sont formés, qui sont formés et qui connaissent les techniques bancaires. Il y a en effet, grâce aux nouvelles technologies, même si c'est pas étendu dans le domaine effectivement bancaire, on a des possibilités en effet d'utiliser les méthodes nouvelles de compensation, de techniques bancaires. En revanche, ce qui manque, je dirais, c'est qu'il y a un déficit en matière d'organisation de l'intelligence en direction des populations. En effet, les banques africaines ne peuvent pas réagir de la même façon que les banques occidentales face à des populations qui ont en fait des niveaux de revenus relativement importants. Donc, il faut que les banques africaines, en fait, et là, il faudrait créer un département intelligence économique et adaptation et stratégique, qu'elles s'adaptent en effet à l'abord, au niveau de revenus des populations africaines, 2, au niveau des projets des populations africaines, 3, réfléchir sur des notations en effet en matière de risque par rapport à ces populations et non pas simplement appliquer comme elles le font souvent les banques et souvent les managers, les notations ou les indications de risque sur les populations occidentales, mais construire en effet des éléments de risque, des éléments de montage de crédit sur des populations relativement adaptées. Et puis, il y a un élément absolument important, il faudrait que les banques ne se disent pas qu'elles sont en terrain conquis, il faut qu'elles fassent un peu plus de publicité, même si l'État doit les aider d'une certaine manière, mais il faut qu'elles-mêmes aillent en direction des populations et montrent qu'elles vivent. Parce que souvent en Afrique, on a l'impression que pour voir la banque, il faut aller au centre-ville. Et une fois qu'on est sorti effectivement de ce qu'on appelle nos quartiers, ben, la banque n'existe pas. Voilà. Nadia, on parle de banques qui ne s'adaptent pas, mais est-ce que des banques locales qui sont devenues au fur et à mesure panafricaines, comme Attijari Wafa Bank, ne s'adaptent pas justement? Le PDG d'Attijari Wafa Bank disait récemment, quand on est en Côte d'Ivoire, on est ivoirien, quand on est au Sénégal, on est sénégalais. Alors oui, mais alors pour le coup, l'exemple le plus intéressant en termes d'adaptation, c'est Ecobank. Ecobank a réussi justement à faire ce travail-là et à créer un réseau interbancaire très fort. Et parce que justement, le problème des banques, c'est que la banque n'est pas isolée. Il faut qu'il y ait quand même de la compensation interbancaire, il faut qu'il y ait des liens entre les banques pour que justement elles puissent aussi elles-mêmes se refinancer sur le marché bancaire. C'est un peu complexe. Une banque n'est pas juste un guichet ou une banque de dépôt. Il y a aussi tout un système qui leur permet à eux de pouvoir tirer des bénéfices des dépôts qu'ils ont, soit en se refinançant sur les marchés boursiers lorsqu'ils ont cette possibilité-là. Et là, on sait très bien qu'en Afrique, ils n'ont pas cette possibilité, soit en jouant sur le marché interbancaire. Donc c'est un peu complexe. Mais après, par exemple, il y a un fait marquant ces dernières années, c'est l'émergence de la finance islamique et de la banque islamique. On voit bien qu'en fait, cette banque, au-delà du fait qu'elle soit islamique et qu'il y ait une sorte de connotation religieuse, elle a trouvé quelque part la bonne forme pour attirer un certain type de clientèle. La confiance peut-être La confiance en effet, et justement le principe éthique sur lequel est basée cette banque-là fait que pour certains, ça a une valeur ajoutée, mais aussi parce que justement, elle touche une population qui est souvent moins instruite et elle propose des produits qui sont, de fait, très très simples. C'est vraiment, et c'est ce que certaines populations ont besoin, c'est des produits simples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complexité, il n'y a pas d'intérêt, c'est des banques de dépôt, parfois il n'y a pas de mode de moyens de paiement. On ne colle pas de moyens de paiement, le nombre de transactions est très limité et le type de produit est très simple. Donc ça permet justement aux gens de bien comprendre le fonctionnement bancaire. Donc pour certaines personnes, et par exemple pour le cas du Tchad sur lequel j'ai travaillé récemment, il y a clairement, depuis l'introduction, en tout cas une partie de l'introduction des produits islamiques, un intérêt de la population pour ce type de produits-là. Mais vraiment pas seulement parce qu'ils sont islamiques, mais parce qu'ils sont simples à comprendre. Et donc assez souples à utiliser. Jean-François, la finance islamique pourrait aider à bancariser davantage les populations?
Alors, Nadia a dit l'essentiel de ce qui avait à être dit sur ce point-là, et je la rejoins totalement sur l'adaptation du produit, enfin des mécanismes de la banque islamique, notamment parce qu'il n'y a pas question d'intérêt, et quand on dit il n'y a pas d'intérêt, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas d'arnaque cachée derrière, et donc c'est un facteur de confiance. Je partage totalement cela, mais en même temps, la banque islamique pourra prospérer jusqu'à un certain point parce qu'il reste que dans certains États africains, certains y voyant le label islamique se diront nous c'est pas fait pour nous, donc on va se retourner vers la banque traditionnelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs sur ce plateau j'ai toujours dit que j'aurais préféré qu'il l'appelle finance éthique, mais bon, mais ça c'est des questions de mots. Voilà, sur les marchés internationaux, mais ça s'appelle bon, il y a des mécanismes de banque islamique. Disons que je partage l'analyse qui a été faite par Nadia, et j'y ajouterai que il y a dans le reportage, très rapidement dans le reportage, il y avait un élément très intéressant qui était une banque finalisée, une banque de l'habitat. Je prends par exemple la banque de l'habitat et je me dis mais pourquoi pas de banque agricole en Afrique? On a connu des exemples, le Crédit Agricole par exemple en France, c'est une banque qui a été créée à destination d'un public particulier, compte tenu de ses besoins particuliers, alors que nous avons une population qui est majoritairement agricole, on aurait pu imaginer qu'il y ait ce type de mécanisme. On va terminer là-dessus. Au Tchad, mais juste, le problème, par exemple, au Tchad, du Crédit Agricole, c'était que, en fait, c'était fait pour des coopératives et non pas pour des individus isolés. Merci. On va terminer là-dessus. Merci Jean-François. Alors, le rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, les pourparlers sur la situation au nord du Mali ont débuté ce mercredi. Les négociations ont lieu à Alger. Elles réunissent le gouvernement malien et les groupes armés signataires des accords de Ouagadougou. Et en Côte d'Ivoire, rien ne va plus au sein du Front populaire ivoirien. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo connaît une crise interne suite au remaniement du secrétariat général. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.